Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, première capsule sur le langage des lignes, donc tout ce qui concerne la techno. C'est une capsule qui va être particulièrement importante non seulement pour le 4060, mais aussi pour le SCT 4063 en secondaire 4. Donc assurez-vous de bien comprendre parce que je vais vous donner en même temps quelques trucs de dessin technique. Pour commencer, parlons des deux principaux types de schémas que vous allez retrouver à l'intérieur de votre cours de techno. Le premier, évidemment, on parle du schéma de principe où on va indiquer le fonctionnement, les forces en présence, les types de mouvements qui vont agir au niveau des appareils et le nom des pièces. Donc ici, ce que vous avez comme dessin, c'est une trappe à souris. Donc ici, on veut vraiment indiquer le fonctionnement de l'appareil, de l'objet en question. Donc ici, j'ai vraiment pris le temps de mettre deux schémas pour bien identifier les forces qui vont agir et comment les pièces vont bouger les unes par rapport aux autres. Si on parle du schéma de construction, à ce moment-là, on va porter plus d'attention sur les matériaux, les types de guidage et de liaison et le nom des pièces. Donc vraiment, porter une attention sur comment fabriquer l'objet parce qu'on veut un schéma de construction. Donc, ce que vous voyez, c'est que j'ai un code de couleur où j'ai pu vraiment identifier quelle pièce est faite de quel matériau. Et je vais avoir pour chacune des liaisons, je vais avoir le type de guidage concerné et le type de liaison concerné. Donc ici, vous avez quelques lignes que vous allez devoir apprendre à reconnaître et surtout à tracer à l'intérieur de vos différents schémas. La première ligne que je veux voir avec vous, c'est la ligne du contour visible. Évidemment, c'est la ligne qui va former le contour de notre objet. C'est une ligne qui va être forte et continue. Donc, c'est une ligne où est-ce que vous devez peser fort sur votre crayon et comme je vous disais, qu'elle doit être continue. La ligne de contour cachée, ça va être une ligne qui va être moyenne et en pointillé. En fait, c'est une ligne qui va montrer des contours, mais qu'on ne voit pas sur le côté de l'objet, parce qu'il est caché par la façade de l'objet. Donc, c'est pour indiquer à la personne comment l'objet est formé. Finalement, j'utilise ma propre ligne de renvoi pour indiquer c'est quoi une ligne de renvoi. En fait, c'est une ligne qui va pointer une partie de mon schéma. C'est une ligne qui est généralement en trait fin et continue avec une flèche au bout. Généralement, on va la faire à 30, 45 ou 60 degrés par convention. La ligne d'axe, donc, ça va être un trait fin et je vais laisser voir un petit trait au centre entre deux grands traits. L'idée, en fait, c'est simplement d'indiquer le centre d'un cercle ou le centre d'un trou qui serait en forme de cercle. Ici, donc, j'ai un trou qui est en forme de cercle. Donc, c'est l'objectif de la ligne d'axe. Je peux aussi l'avoir de face. À ce moment-là, quand on la voit de face, je vais avoir un trait comme celui-là, mais je vais en avoir un horizontal et un vertical qui vont former une croix dans le milieu du cercle. Quand je fais des cotes, maintenant, je vais avoir des lignes d'attache. Les lignes d'attache vont former chaque bout de la cote. Et finalement, ma ligne de cote va m'indiquer, dans le fond, la longueur que je veux indiquer au niveau de ma cote. Donc, c'est des lignes qui vont être fines et des lignes qui vont être continues. Maintenant, dans certains objets, ça peut être pratique de faire une coupe. C'est pas dans tous les objets que c'est pertinent, par contre, mais parfois ça peut être pratique. Donc, lorsqu'on fait une coupe, je vais mettre un trait qui va être fort et continu avec deux pointes de flèche pour indiquer le sens de l'observation. Dans le fond, les flèches servent à voir de quel côté on va observer l'objet au niveau de la coupe. Et lorsqu'on regarde la coupe, telle que vous la voyez ici en haut à droite, j'ai encore remis les lignes pointillées pour indiquer les lignes qui sont cachées. Et je vais avoir une partie hachurée qui est en fait la partie qui a été coupée. Donc la partie où est-ce qu'il faut comprendre que la pièce continue à l'endroit où ça a été coupé.
Vous avez deux types de projections que vous pouvez utiliser pour avoir une vue un peu plus en 3D d'un objet. Donc la première, c'est la projection oblique, donc qui va donner une vue de face avec une profondeur à 45 degrés. Donc je vais vraiment projeter ma profondeur à 45 degrés. Pour la projection isométrique, en fait, la différence, c'est que je vais avoir la hauteur de face. C'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais en fait, ça va être un trait vertical qui va être devant moi et autant la largeur que la profondeur vont partir chacun avec un angle de 30 degrés de chaque côté. Donc, ça va nous donner une projection telle que vous la voyez présentement de mon cube. Maintenant, il reste une vue à voir, qui est la vue qu'on utilise très souvent, qui est la projection en vue multiple. L'idée de ça est d'avoir une vue généralement qui va être de face, de haut et de côté, mais des fois, on n'aura pas exactement ces vues-là parce qu'on va avoir des vues qui sont plus pertinentes. L'idée, c'est toujours d'avoir les vues les plus pertinentes de notre objet. Mais avant de voir tout ça, on va voir ce qu'on appelle les cotations, donc au niveau des lignes de cote. Ce que vous remarquez, c'est que je dois vraiment représenter chacune de mes longueurs pour pouvoir reproduire l'objet. Donc, à ce moment-là, ici, j'ai vraiment représenté chacune des longueurs. Vous remarquez, par exemple, que pour les deux éléments qui mesurent 5 mm, comme la distance était très petite, eh bien, à ce moment-là, la ligne de cote ne sera pas entre les deux traits. Donc, cette ligne de cote-là va vous donner deux flèches qui sont de part et d'autre des lignes d'attache. En fait, l'idée, c'est juste pour être capable de lire la valeur, en fait, simplement. Évidemment, je vais avoir les vues de face, les vues de haut et les vues de profondeur, où est-ce que je vais devoir indiquer chacune de mes cotations. Maintenant, on va commencer tranquillement nos vues de projection. Donc, on va commencer par la vue de face. Au niveau de ma vue de face, j'avais évidemment un rectangle avec deux carrés que j'ai pu faire grâce à mes lignes de cotation, donc grâce à mes cotes. Et je vais projeter mes lignes. En fait, l'idée de projeter ces lignes-là, vous remarquez que j'ai fait des lignes plus fines. La raison pourquoi je les ai faites, c'est que c'est des lignes qu'on appelle des lignes de construction. C'est des lignes qu'on va effacer à la fin. Mais, comme j'ai tendance à pas utiliser beaucoup ma règle, eh bien, quand je peux éviter d'utiliser ma règle, je vais donc, pour mesurer, on s'entend, là, mes lignes sont toujours faites avec une règle, mais pour mesurer, quand je peux ne pas mesurer, je vais le faire. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai projeté tous mes lignes verticales vers le haut parce que je sais que ça va être les lignes qui vont être reproduites au niveau de ma vue de haut. J'ai ensuite utilisé ma règle pour calculer toutes les profondeurs parce que je ne voyais pas ma profondeur avec ma vue de face. Pour pouvoir faire la vue de côté, on peut faire exactement la même chose et pouvoir aller retracer notre figure. Et ce qu'on remarque, si vous êtes particulièrement paresseux, c'est que si on fait une projection sur une ligne oblique, eh bien on retrouve exactement les mêmes hauteurs, considérant que logiquement, c'est la même profondeur qu'on va avoir au niveau du côté et au niveau de la vue de haut. Donc, ça peut être une façon de vérifier si toutes vos lignes ont été bien faites. Maintenant, ce que je remarque, c'est que ma profondeur était supposée de mesurer 40 et qu'en réalité, elle mesure 80. Et là, laissez-moi vous parler maintenant des échelles. L'idée d'avoir une échelle, c'est d'avoir vraiment une idée par rapport à mon plan. Donc, souvent, on va soit grossir ou rapetisser certains objets. Donc, si je veux faire, par exemple, un schéma de maison, bien, si je le fais en grandeur réelle, non, ma feuille va être une petite affaire trop grande. Donc, pour s'assurer que ça rentre dans ma feuille, je vais utiliser une échelle à ce moment-là. Et comment je vais faire pour reproduire l'échelle? Eh bien, je vais vouloir savoir, mesure combien sur le plan. Donc, on va simplement faire un produit croisé, ce qui nous donne dans ce cas-ci une échelle de 1 pour 0.5 ou si vous préférez, pour ne pas avoir de virgule, 2 pour 1. Évidemment, quand le premier chiffre est plus grand que le deuxième, ça signifie que j'ai agrandi l'objet, alors que quand c'est le contraire, évidemment, ça veut dire que j'ai rapetissé l'objet. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques trucs pour faire du dessin technique pour vous assurer de ne pas vous mêler les pinceaux lorsque vous faites vos lignes. Le premier truc que je vous donne, c'est comment placer votre feuille sur votre table. Donc, vous avez ici une règle en T, outil que vous allez
fortement utilisé en dessin technique. Et vous remarquez que j'ai placé cette réglantée pour que le bord de ma feuille soit aligné. En fait, mon idée, c'est que je veux que mon dessin soit droit sur ma feuille, je veux pas qu'il soit tout croche. Donc, j'ai placé ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement coller les 4 coins pour m'assurer que ma feuille reste en place au moment où est-ce que je vais déplacer ma réglantée sur ma table. Donc, à ce moment-là, je sais que toutes les feuilles, toutes les lignes, c'est-à-dire que je vais tracer avec ma réglantée, vont être parallèles et que ma feuille ne bougera pas, donc je sais qu'elles vont rester parallèles. Je vais tracer un premier trait et je vais aller tracer mon deuxième trait à la hauteur désirée que j'ai mesurée avec ma règle. Par la suite, pour pouvoir faire ma ligne verticale, je vais utiliser un équerre pour pouvoir aller tracer ma ligne. Et je vais pouvoir mesurer avec ma règle pour pouvoir aller tracer ma deuxième ligne. Vous remarquez que je fais mes lignes trop grandes, c'est voulu. Ce sont des traits de construction, donc ce n'est pas les traits de contour. Les traits de contour, je vais les faire par la suite. Donc, je les fais vraiment avec mon équerre et ma règle encore une fois, où est-ce que je vais aller retracer en pesant beaucoup plus sur mon crayon pour m'assurer que mes lignes de contour soient vraiment définies et précises. Et par la suite, je vais simplement passer avec mon efface pour effacer mes lignes de construction et je vais pouvoir avoir la figure que je voulais avoir sur ma feuille. Remarquez qu'avec une règle en T et avec des équerres, je peux produire beaucoup d'angles. Donc, évidemment, il y a les angles de 30, 45 et 60 sont faciles à faire et 90, en fait, sont faciles à faire parce que c'est des angles qui sont faits avec un seul équerre. Mais en combinant nos équerres, vous voyez comment faire aussi un angle de 75 degrés et un angle de 15 degrés assez facilement sans utiliser de rapporteur d'angle. Et c'est ce qui met fin à cette capsule sur le dessin technique. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.